Nous allons parler du sujet général des lieux blancs, des trous noirs. Dans les dernières années, on a écrit pas mal de l'art non officiel de l'époque du communisme en ce qui concerne ou par rapport à la néo-avant-garde dans les années 70 et aussi dans les années 80. La nouvelle étude ou analyse du marché nous a donné beaucoup de résultats. On parle des nouvelles narrations et on présente ce rapport beaucoup plus équilibré entre l'art officiel, entre l'art non officiel. On se focalise sur les points de référence et sur les points de contact, donc sur les lieux gris et aussi sur les points en commun. Mais l'année avant-garde, après 1968, dans la région de l'Europe centrale, a eu un certain point de référence et certaines caractéristiques. Les artistes avaient un certain territoire spécifique dans lequel ils ont travaillé. Ils ont inventé des nouvelles tactiques en ce qui concerne la pop art ou les autres mouvements. Il y avait des dimensions cosmologiques. Par exemple, Rudolf Sikora, un artiste slovaque, qui a présenté l'espace de cette façon et par son expression, il s'est exprimé envers la non-liberté. Après, nous avions des artistes hongrois qui ont rencontré pour expérimenter avec l'art sur le bord du lac Balaton. Où en Hongrie, on pourrait parler même des 3 niveaux de l'art. Il y avait une partie qui était tolérée, une partie qui a été permise, et une partie qui a été interdite. Miklos Aras a dit que le mieux était d'être interdit parce que dans cette catégorie, les artistes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et c'était finalement aussi l'objectif de ces rencontres au bord du lac Balaton. Après l'ancienne Yougoslavie, l'art a été accepté pendant une longue période dans un canon universel. Seulement après l'interdiction de de la haute moderne, la situation a changé. Après le groupe slovène Oho, on a parlé même de l'engagement de CIA de ce groupe. Ce groupe s'est exprimé contre les conventions et contre le mode de vie conventionnel. Ils ont vécu en Provence, etc. Donc, les néo-avant-gardes ont été vraiment différentes. Les activités étaient différentes. Leur choix est sorti finalement étaient liés avec des soucis qu'ils ont vécus, comme Guattari le dit. Dans ces mauvaises conditions, les membres de ces groupes ont essayé de trouver les conditions minimales pour leur existence. Donc l'existence, le minimum de l'existence, comme j'ai déjà dit. Cette opposition envers l'idéologie de socialisme, on pourrait le voir aussi actuellement parce que ça se voit par rapport au paradigme contemporain qui prévaut. Donc il y a de nouveaux artistes, de nouveaux événements, de nouveaux mouvements qui n'entrent pas dans ce qui a été voulu. Actuellement, à l'époque, les artistes ne pouvaient pas quitter les frontières de leur pays, ne pouvaient pas les passer, mais actuellement, on voyage même trop, mais les problèmes sont aussi pareils. Il y a plusieurs artistes qui considèrent leur existence dans le système institutionnel et qui, en même temps, ne sont pas trop connus dans le discours historique. En général, la position de ces artistes, surtout, est une position d'artistes de minorité. Et cette conception, la minorité, a été étudiée par Deleuze et par Guattari, par exemple dans les études de Kafka.
Et leur point de vue sur la minorité dans la littérature est tel que la minorité dans la littérature construit son identité dans le cadre de la langue de majorité. Donc les conditions sont spécifiques, l'endroit est petit et donc il y a des critères spécifiques, des nécessités spécifiques. Souvent, les choses sont très liées aussi avec la politique. On identifie les potentiels de la littérature de minorité en ce qui concerne les tendances et on dit que tout prend une valeur collective. C'est c'est un assemblage collectif qui doit créer une solidarité active et donner la possibilité de s'exprimer différemment dans la communauté, donner la possibilité, la signification pour une nouvelle conscience. Voilà, c'était une citation. Et en ce qui concerne le racisme et le nationalisme, il y a Tomáš Raffa, un artiste slovaque qui s'occupe de ça, le nouveau nationalisme dans le cœur de l'Europe. Il montre des démonstrations et contre-démonstrations dans l'Europe de l'Est où on parle d'intolérance. Souvent, on parle de ça malheureusement dans ces pays. Il y a plusieurs photos, comme vous voyez, des Gay Pride où Rafa fait des documentations, puis il y a aussi des tensions entre ceux qui sont à faveur des droits pour les homosexuels et de ceux qui sont contre les droits des homosexuels. Souvent, il y a des conflits entre les deux catégories. Puis, il y a aussi un autre exemple, le Musée national de Pologne, qui en 2010 a organisé une exposition Ars Homoerotica avec Piotr Piotrowski était le directeur et c'était quelque chose de très problématique pour la culture officielle en Pologne. Et l'exposition a été très critiquée parce qu'elle considérait trop positivement l'homosexualité masculine et il y a aussi des institutions qui ont donner trop d'importance à des minorités, à des gens qui ne vont pas souvent dans les musées. Mais en tout cas, la scène conservative en Pologne a réagi très négativement contre cette exposition. Donc la minorité est toujours une conception politique. D'un côté, ici, on a des stéréotypes nationaux et de l'autre côté, on a aussi d'autres questions. Par exemple, les artistes gitans, les Roms, qui sont représentés trop peu dans la scène artistique internationale. Dans la Biennale de Venise en 2007, pourtant, ils ont ouvert un pavillon Rome qui s'appelait Lost Paradise, le paradis perdu. Et il a été dit que c'était le cas idéal pour les Roms de faire les expositions dans les pavillons de leur nation. Mais enfin, la Biennale de Venise n'a jamais eu des expositions Roms dans les pavillons nationaux. C'est pour ça qu'ils ont voulu créer un pavillon Rome avec une représentation aussi politique pour cette minorité et en parlant aussi de leur possibilité affirmative de s'affirmer dans la société. Donc voilà, on a une représentation pas suffisante des Roms, mais ici, après le socialisme, à part les Roms, il y a aussi d'autres minorités dans le lieu principaux de l'Europe de l'Est. Dans le passé, il y avait les frontières qui étaient conçues différemment. Il y avait plusieurs différences entre l'Est et l'Ouest. Maintenant, on parle de mondialisation, on parle d'un nouveau nationalisme à l'intérieur de la mondialisation. La situation dans le cadre de l'art a été compliquée parce que dans les années 80, 90, on a voulu trouver une nouvelle dimension pour les artistes dans les milieux, dans les domaines professionnels. Et plusieurs artistes n'étaient pas partis de cette identité et ils ont voulu dans leur vie, ils ont voulu se dédier à la scène artistique dans l'Europe de l'Est, mais ils sont étrangers, donc ils n'existent pas. C'est un peu un paradoxe dans les scènes artistiques des pays.
Nous avons préparé aussi une exposition au musée Kischel de Budapest pour l'anniversaire de la Révolution de 89. Et c'était un des modalités pour réévaluer l'apport des artistes dans leurs scénarios nationaux. Et la recherche nous a montré qu'il y avait plusieurs artistes qui ont essayé de faire quelque chose à Budapest, mais pourtant, ils n'ont pas eu la possibilité parce qu'il y avait des lacunes dans les canaux de l'organisation. Et les artistes n'ont pas l'obligation, ne sont pas obligés de parler de leur statut, de leur statut d'étranger, de leurs conditions d'étranger. Ils ne sont pas obligés. Et pour que leur identité ne soit pas réduite seulement à identité d'étranger, ils ne doivent pas être considérés comme étrangers, mais surtout comme artistes. Ça, c'est la dimension principale. Mais la dimension de l'étranger est toujours implicite. Et il y a plusieurs communautés des migrants qui n'ont pas seulement les éléments traditionnels de l'immigration, mais il y a souvent aussi des expressions négatives dans l'élite de la critique de l'art à niveau international. Et en réalité, ce n'est pas clair que les émigrés qui vivent à l'étranger ont une situation élitaire. Souvent, ils sont considérés comme des cosmopolites qui n'ont pas de racines dans un pays, qui n'ont pas de lieu concret. Mais en effet, dans la perspective artistique d'aujourd'hui, il s'agit surtout des nouvelles générations de cosmopolites qui sont enracinés et qui doivent donc qui représentent une alternative vis-à-vis de tout ce qui est national. On peut le voir aussi dans les artistes qui appartiennent à une majorité nationale, qui travaillent aussi dans le pays d'origine, qui ont aussi une carrière internationale et donc qui sont considérés comme sans racines, parce qu'ils n'appartiennent ni à une place ni à une autre place. Ils ne rentrent pas dans les hiérarchies établies. Ici, par exemple, on a un groupe qui s'appelle Kasha Boys de Košice et qui a préparé des uniformes artistiques comme un exemple de l'art slovaque. Dans le cas de l'Admiral, on a un uniforme pour Roman Ondak, pour l'artiste Roman Ondak. Cette position, elle n'existe pas seulement dans ce contexte, mais tout simplement, ça suffit quand un artiste s'établit à Berlin et il a toujours l'étiquette de enraciné, de sans racine, artiste sans racine. Et quand on parle donc des minorités, s'il s'agit d'un artiste qui travaille à un niveau international, il arrive à déstabiliser les mécanismes de tout ce qui est majoritaire. Les artistes dans la scène internationale s'occupent aussi des procès de négociation, de tout ce qui est national, de tout ce qui n'est pas national. Et enfin, ils commencent à construire toujours plus le contexte majoritaire et minoritaire aussi à un niveau global. On a une approche donc critique vers ce contexte, envers tout ce qui reste minoritaire dans un grand contexte national. Les définitions ont été données par Guattari et Deleuze comme une situation où le mineur, tout ce qui est minorité, reçoit une position positive, comme une nouvelle énonciation. Et qu'est-ce qu'il se passe quand le minoritaire s'identifie avec le majoritaire au même niveau, à niveau national? Par exemple, en Hongrie, il y a une idéologie nationaliste très conservative qui se réfléchit aussi sur la culture nationale. Il y a des tendances en Hongrie qui veulent détruire l'autonomie du monde artistique en créant de nouvelles institutions et surinstitutions
qui vont mettre des blocs pour l'étiquette professionnelle. Donc il y a souvent des différences entre la scène culturelle officielle et une certaine partie de la critique. Et les artistes, donc, ils vont commenter les situations, la situation dans la politique hongroise. Ils parlent de nationalisme, ils parlent de stéréotypes nationaux, ils combattent contre la propagande, mais dans la quotidiennité de la politique, la situation s'est tellement empirée que on n'arrive plus à donner une véritable représentation. Il y a certains artistes qui sont partis, qui ont abandonné les ateliers, ils ont pris leurs caméras, leurs outils et ils ont donc laissé leur place. Il y a eu aussi un groupe d'artistes qui a fait des campagnes pour parler des menaces contre l'autonomie de l'art en Hongrie à travers l'ouverture d'une nouvelle Académie nationale de l'art. Voilà, vous le voyez ici dans cette photo. Il y avait eu une rencontre dans une réunion. Il y avait des gens qui criaient, qui ont préparé des posters et qui ont protesté contre le caractère non sympathique de cette manifestation. Ici, vous voyez M. Csaba Nemes qui a reçu un coup de la part d'un autre artiste, et puis ils ont fait aussi une image de cette scène qui a été aussi montrée à tout le monde sur Facebook. Donc, vous voyez ici, il y a un contraste entre la position officielle et non officielle. Il y a plusieurs groupes de professionnels qui ont fait aussi une occupation du musée Ludwig à Budapest. Il s'agit d'un mouvement de commissaires, d'artistes, de critiques, de propriétaires de collections qui ont occupé l'accès au musée en mai 2013 pour demander autonomie, transparence et responsabilité. Ils ont fait cette manifestation donc comme dans le cadre des mouvements Occupy qui sont très connus dans le monde, et ils ont donné donc un apport. Il s'agit d'activistes non traditionnels qui parlent de modèles radicaux dans la culture de l'art et qui ne veulent pas accepter tout ce qui est donné comme dominant, comme standard. Mais il s'agit d'une minorité. Il y avait seulement une soixantaine de personnes, 66. Donc en Hongrie, il y a seulement 60 personnes qui veulent combattre pour l'autonomie de l'art. The emergence of a political critique of both society. Quand nous prenons en considération l'existence de la scène non officielle dans l'art de l'Europe orientale, nous avons essayé avec la critique de la reconnaissance sociale. Les majorités, les nouvelles majorités, les vieilles majorités, ça se redéfinit, ça se modifie. Et puis, il y a une lutte entre le paradigme nationaliste et entre la force du marché, ce qui ensemble définit la position de ce qui est représenté par la minorité. Bien sûr que souvent, actuellement, l'art contemporain, comme néo-avant-garde dans le passé, se crée ces territoires où elles puissent agir et souligner ces opinions. Nous vous remercions beaucoup. Ici, vous pouvez trouver le site web de votre projet. J'ai oublié de dire au début que votre marque, c'est Translocal. Donc, je le complète ici. À la fin, je voudrais maintenant demander le public, est-ce qu'ils ont des questions à vous poser? Allez-y. Je n'ai pas d'informations actuelles de Budapest, donc je voudrais juste savoir quel était le résultat des manifestations dans le musée Ludwig. Quelle est la situation actuelle? Cette occupation a duré, si je ne me trompe pas, une douzaine de journées. Et après leur départ, le ministère a nommé le nouveau directeur, Julian Fabiani, qui le dirige depuis ce temps-là. Et
Après, une partie, à peu près la moitié des employés ou des commissionnaires d'art sont partis ou ils sont devenus chômeurs. En ce qui concerne le programme, vous en êtes au courant? Oui. Bien sûr que le musée travaille avec le programme, le projet qui a été fixé pour les 2 années à venir, mais ils doivent maintenant compléter ces lacunes pour pouvoir réaliser tout ce qui a été fixé. Sans micro. Bonjour, Suzanne Snodgrass. Je voudrais juste dire que sur notre site, nous avons démarré le projet par rapport à ce qui se passe, par exemple en Hongrie, avec cette approche nationaliste. Donc, je suis d'accord avec Reuben. Et je voudrais vous demander de consulter notre site. Si cela vous intéresse, j'ai une question beaucoup plus abstraite. Est-ce que le public possible de ces interventions, en tant que public possible de ces interventions, vous deux, du point de vue théorétique, vous avez parlé de cette littérature majoritaire-minoritaire au sein de ce genre majoritaire. Donc, les différents publics et les différentes disciplines de cette approche théorétique, si cela serait la conférence de la théologie postcoloniale, je pense que votre intervention pourrait être perçue comme une forme intéressante de la critique, comme la critique des conditions postcoloniales. Mais je ne suis pas sûre comment cette approche pourrait se développer. Quel pourrait être le forum le plus propice à ce type de dialogue? Ici, une partie de ce contexte représente le fait que ceci est un congrès des critiques. Au début, j'ai dit qu'il s'agit de la réaction à la critique au sujet qui a été fixé par les organisateurs, les lieux blancs, les trous noirs. Et tout ce contexte qui est typique pour les pays de l'Europe centrale et orientale. Cette discussion sort de notre travail, de notre compréhension de l'art de l'Europe orientale. On essaye de l'étudier, de le mettre en pratique et cela fait partie de cette discussion concernant ce sujet. Notre intervention actuelle, notre travail actuel fait partie de ce contexte qui a été fixé le premier jour par Piotr Piotrowski. Oui, on a voulu souligner le fait de la marginalisation, le domaine périphérique en ce qui concerne les études de l'art de l'Europe orientale. On a plutôt mentionné la notion de la nationalité, mais nous, on a voulu vous décrire un contexte beaucoup plus régional. La notion que nous avons utilisée où et quand les artistes essayent de trouver ces territoires dans ce contexte, pourquoi ils utilisent cette notion de majoritaire, minoritaire, parce que c'est lié avec l'influence de Kafka, avec les autres études et aussi au niveau non officiel. Tout cela nous n'aide pas trop. Donc, nous avons choisi ce chemin comme un chemin propice, comme un terrain propice pour mettre en cohérence cette expression de collectivité et
et peut-être aussi une exclusion, parce que cette exclusion se fait. Ce n'est pas seulement l'exclusion de l'art moderne de l'Europe de l'Est dans le contexte global. On ne veut pas parler des périphéries et des centres. On ne veut pas l'utiliser, ce concept, parce qu'on pense que le problème est beaucoup plus large. Oui. J'ai le micro, mais peut-être que vous avez déjà répondu à ma question en ce qui concerne l'art officiel et non officiel. Je pense que ce n'est pas valable seulement pour la région de l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Comment vous le percevez? Vu le fait qu'on travaille en tant qu'expert à la recherche de l'art de la période socialiste. Pour nous, c'est quelque chose d'emblématique parce que les conditions libres, des conditions terribles, les locaux indépendants et libres qu'ils ont créés eux-mêmes, c'est le patrimoine du socialisme qui pourrait se transférer aussi dans quelque chose d'autre, donc dans l'ouverture et la création des nouveaux territoires pour que les artistes essayent d'attirer les marchés aussi dans cette direction. Le non officiel pourrait présenter le problème, mais je pense qu'il est toujours présent. Parce que si vous regardez par exemple l'exemple de la Hongrie, c'est bien visible. Kunsthalle n'existe plus. Ludwig Musée a été fermé pour les 5 années à venir. Pour l'art contemporain, vous avez la réorganisation totale, vous avez des galeries privées, des appartements privés. Donc le non officiel connu à l'époque du socialisme est au retour. Nous, on vit en Hongrie, donc on le connaît vraiment de façon directe. C'est assez compliqué. 3 catégories d'art était vraiment connu et les gens passaient d'une catégorie à l'autre, de la catégorie tolérée à la catégorie permise, etc. Souvent, il y avait des groupes de personnes, des artistes, des commissionnaires, des curateurs, etc. Ils ont vraiment arrivé à faire face à cette situation et nous, en Hongrie, on vit le retour de la même situation. Ok, vous avez parlé donc du mot minorité et mineur. C'est votre terminologie ou de quoi ça vient-il? Alors nous, on se base sur nos bases sont les œuvres de Guattari, de ce critique de l'art. Lui, dans la littérature, il utilise cette terminologie et nous, on a utilisé la même terminologie pour décrire. Oui, ok, parce qu'en anglais, quand vous dites minor en anglais, ça pourrait avoir aussi une autre signification, peut-être plus profonde. Donc, on pourrait aussi la concevoir de cette façon-ci. Donc, est-ce que vous pensez que cette approche créative est en danger? Quand on parle des professionnels travaillant dans le domaine de l'art, il s'agit des personnes qui s'occupent de l'art et qui font partie de cette scène artistique. Mais pour qu'ils puissent le faire de façon professionnelle, pour qu'ils puissent survivre de ces activités, est-ce que ce n'est pas en danger actuellement en Hongrie? Est-ce que ce n'est pas menacé? Les institutions dans le système de l'art de l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas le nouveau cycle qui se crée? Est-ce que cette situation ne force pas les gens de se fermer à l'intérieur, etc.? Donc, qu'est-ce qui se passe, dites-nous? Moi, je préférerais de me focaliser sur
une partie de ce sujet. En entendant vos propos, j'ai l'impression qu'actuellement en Europe, cette lutte liée avec la nation et la nationalité est très dangereuse. Si on prend en considération l'art slovaque, tchèque, croate, ukrainien, si on veut le souligner, l'exposer, je pense qu'il faut que cette notion de la nation est très utilisée. Mais, en tout cas, je voudrais vous remercier de votre intervention.